Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce numéro 2 de Bref d'Histoire et dans le prolongement de l'incident du crash du Concorde russe en 1963. Eh bien, je vous propose ici un autre épisode aérien, de crash aérien lié cette fois-ci à la fin de la guerre froide, c'est-à-dire le crash du Boeing sud-coréen KAL 007, un Boeing 747 qui venait de New York, direction Séoul, et qui s'est crashé le 1er septembre 1983. On est alors évidemment vers la fin de la période de la guerre froide, mais cet incident va évidemment profondément aggraver à nouveau la tension internationale. Alors ce Boeing était parti le 31 août de New York, il regagnait la Corée du Sud, 31 août 1983. Et évidemment, comme on le voit sur les cartes que vous avez pu voir, le moyen le plus court évidemment est de passer par l'Alaska et donc de faire une escale à Anchorage pour faire un plein. Et puis ensuite redécoller d'Anchorage jusqu'à Séoul, en descendant donc par le nord, tout simplement du Japon, comme vous le voyez sur la carte. Mais voilà, rien ne va se passer tout à fait comme prévu, puisque le vol, au début de son ascension, avoir quitté Anchorage, eh bien, va légèrement se détourner, tout simplement pour atteindre de manière plus rapide Séoul. Il va se donc légèrement dérouter vers l'ouest, mais voilà, ça va lui faire survoler, et là c'est l'erreur tragique, tout simplement la Sibérie orientale. Et oui, c'est-à-dire la région du Kamtchatka, comme on le voit sur la carte, les îles Sakhalines, toute cette partie qui est truffée évidemment de bases navales, de bases de sous-marins, de diverses stations militaires, évidemment de l'armée rouge en URSS. Et ce qui devait arriver, évidemment, arriva, ça c'est absolument certain. Les 246 passagers, les 23 personnels de bord, eh bien, sont évidemment tués, parce que la chasse soviétique identifiera le vol comme étant un avion espion de chez Boeing aussi. Il y avait des avions espions à ce moment-là qui titillaient un peu l'espace aérien soviétique, qui est un avion espion US RC-135. Et là, c'est la méprise de ces deux avions de chasse, un Sukhoi 25 et un MiG-23, qui vont abattre le vol donc de l'aviation civile donc de la Corée du Nord, le vol KAL donc 007. Ce Boeing 747 donc va se crasher un peu au large de l'île de Sakhaline, au large de l'île Monéron, et évidemment ce crash, évidemment il n'y aura aucun survivant. Alors, il faut rappeler aussi qu'il y a eu un précédent, puis il y a eu plusieurs précédents de ces vols occidentaux. Bon, là, on est dans le cas de la Corée du Sud, qui se sont mis à survoler par erreur, probablement, le territoire soviétique. Il y a eu un précédent en 1978, toujours un vol de la Korean Airlines, qui cette fois-ci a été obligé de se poser, alors au nord, cette fois-ci, de l'Union soviétique, vers le cercle arctique, la presqu'île de Kola, pas loin de la mer de Barents, et là il a été forcé de s'opposer par également la chasse soviétique. Il n'y a pas eu de mort cette fois-ci, mais c'était un précédent quand même qui aurait dû sans doute alerter les Occidentaux. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette catastrophe aérienne, qui d'ailleurs fait encore polémique aujourd'hui en 2025 Il y a d'abord le contexte international. Aux États-Unis, c'est Ronald Reagan qui est au pouvoir depuis le 4 novembre 1980, président républicain qui a succédé à Jimmy Carter et dont le maître mot c'est America is back. C'est une politique particulièrement hostile envers l'Union soviétique, qui est qualifiée d'empire du mal. Il ne faut pas oublier que côté soviétique, eh bien, à la mort de Léonid Brejnev en novembre 1982, c'est Yuri Andropov
l'ancien chef du KGB qui arrive au pouvoir, et il sera au pouvoir jusqu'au 9 février 84. Et ça ne va pas arranger les choses. Les États-Unis attaquent l'Union soviétique en parlant de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, de barbarie. La tension internationale vraiment remonte. Les États-Unis vont retirer à l'aéroflotte sa licence, ce qui fait qu'il n'y aura plus de vol entre l'Union soviétique et les États-Unis pendant plusieurs années. Il faudra attendre la période de Gorbatchev pour que tout ça revienne à la normale. Et puis, on est encore à cette époque-là en pleine crise des euromissiles, qui, après les accords d'Helsinki, avait commencé encore du vivant de Brejnev depuis 1977, cette crise des euromissiles. Qu'est-ce que c'est que la crise des euromissiles? Eh bien, c'est un déploiement de fusées nucléaires à moyenne portée, des SS-20, déployés par les soviétiques dans le camp soviétique vers l'ouest et vers les villes, les villes donc, les villes principales du camp de l'ouest. Et Andropov avait essayé de sortir de cette impasse sur le plan international en indiquant que tout simplement il allait redéployer ces fusées SS-20 jugées trop nombreuses vers l'Asie, et plus vers l'Europe occidentale. Bon, inutile de dire que en septembre 83, avec le regain de tension internationale, ces tentatives d'arrangement, de détente en fait, sont évidemment complètement, vouées à l'échec. Alors il faudra attendre tout simplement les années 90. C'est-à-dire le moment où, à la fin de l'Union soviétique, fin décembre 1989, c'est désormais la Russie qui prend la suite, la Fédération de Russie, avec son premier président, Boris Yeltsin. Et Boris Yeltsin, donc, qui essaie de poursuivre évidemment une politique de coopération économique de détente, puisqu'il n'y a plus d'Union soviétique, eh bien, va restituer les boîtes noires du Boeing sud-coréen aux Occidentaux, Coréens du Sud, etc., pour faciliter l'enquête. Alors, la récupération de ces boîtes noires ne va pas, être très utile en fait, puisque ces boîtes noires seront plus ou moins considérées comme ayant été trafiquées, quoi. Alors que peut-on dire en matière d'épilogue de cette affaire? Et il y en a eu d'autres, et on reparlera d'autres incidents de ce genre dans les prochaines brèves d'histoire, lors de la guerre froide. Eh bien, il y a trois théories principales. Alors d'une part, l'accusation des soviétiques, il y avait des caméras en fait d'espionnage placées sous ces Boeing, et que en fait elles servaient à l'insu peut-être des Coréens du Sud d'espionner, posées par la CIA sans doute, posées sous le Boeing pour évidemment faire des petites photos des bases soviétiques, un peu comme une autre affaire, l'affaire de l'avion U-2, dont on reparlera en 1960, qui était un avion espion. Bon, c'est un peu le même genre d'accusation. La deuxième théorie qui, encore aujourd'hui, fait recette, c'est que c'est une erreur de pilotage, effectivement. Le Boeing s'était trop détourné pour aller plus vite vers la frontière soviétique, il l'avait survolé, et les soviétiques, comble de malchance, ont pris ce vol comme étant un avion espion. Décidément, tout était contre ces pauvres Coréens du Sud, et donc l'a abattu. C'est encore la théorie à l'heure actuelle. Il y a d'autres théories beaucoup plus fantaisie, disons que l'équipage a survécu, qu'il a été transféré dans des goulags, mais on n'a jamais eu la moindre preuve de tout cela. Voilà donc ce qu'on peut dire, chers amis, sur l'affaire du Boeing sud-coréen. On aura l'occasion de revenir sur d'autres incidents aériens, tant pendant la guerre froide, parce qu'il y en a d'autres, que même après. On aura l'occasion d'en reparler. Je vous remercie de votre attention. À bientôt.